Bonjour et bienvenue dans Avocat. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur votre chaîne préférée, également sur internet www.avocat.net pour revoir toutes nos émissions. Également, bien sûr, pour poser vos questions à nos avocats qui sélectionnent les questions les plus intéressantes et les plus représentatives et y répondent sur ce plateau. Je vous présente les avocats présents aujourd'hui. On commence par Quentin Mameri, qui est notre avocat en dommages corporels. Bonjour Quentin. Bonjour Yves. Bienvenue, ça va bien ? Très bien. Toujours des questions un peu angoissantes pour vous, Quentin. Pardonnez-moi, hein, c'est pas la fête, mais malheureusement des problèmes de santé, de dommages corporels par définition qui vous sont posés. Une question dans un instant pour vous. À vos côtés, Marie-Dominique Flouza-Auba, notre avocate en droit de la famille. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va ? Bonjour, très bien. Question d'argent dans un instant. Et souvent, hein, divorce et argent, ça va avec ? On en parle dans un instant. Puis à vos côtés, Jean-François Changeur, notre avocat au barreau de la Charente, avocat en droit routier, également droit pénal. Mais avec vous, Jean-François, on parle de droit routier. Bonjour Yves. Question intéressante sur le téléphone au volant. Qui n'a pas pris son téléphone au volant ? Je vous le demande. On va savoir un peu si on peut le faire ou pas. On en revient dans un instant. Pour l'instant, on commence avec Quentin Mameri. Question pour vous, Quentin, un petit peu longue. Donc, vous avez une demi-heure là devant vous parce que c'est un peu long là. Je suis peintre en bâtiment. Jusque-là, ça va. Et j'étais victime d'un grave accident de travail. L'échafaudage sur lequel je suis monté a basculé, ce qui a provoqué ma chute, m'occasionnant d'importantes blessures. Mon employeur considère que je ne peux pas le mettre en cause judiciairement car mon accident est dû à ma propre faute. Pris par le temps, j'ai en effet utilisé un échafaudage d'un autre prestataire qui s'est avéré être défectueux et inadapté. Bref, je crains qu'il ait raison et n'ose pas intenter une action judiciaire contre lui. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est un peu les accidents du travail, dommages corporels qui surviennent suite à un accident du travail. Mais là, il se dit, du coup, je ne peux pas demander à mon employeur, je ne peux rien faire parce que c'est ma faute à moi. Comment on démêle tout ça, Quentin ? Alors, l'employeur de notre téléspectateur a complètement tort. En droit du travail, il existe un principe essentiel. L'employeur doit préserver la sécurité et la santé de ses salariés. Alors, ça a une application concrète en matière d'accident du travail. La victime d'un accident du travail peut engager la responsabilité de son employeur si son dommage a été causé par sa faute inexcusable. Donc, s'il parvient à démontrer que l'employeur a commis une faute inexcusable, il pourra obtenir réparation. C'est d'autant plus important que c'est la seule procédure qui existe en matière d'accident du travail pour obtenir indemnisation. La faute inexcusable, c'est quoi ? Alors, il y a deux éléments en fait, de la faute inexcusable. C'est que l'employeur a conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié. C'est la notion de risque prévisible. C'est notamment le cas lorsque l'employeur devait respecter certaines obligations réglementaires. Le deuxième versant de la faute inexcusable, c'est que, conscient de ce risque, il n'a pas pris les mesures destinées à préserver son salarié. Alors c'est une inertie totale de l'employeur. Et dans le cas de notre téléspectateur, on peut donner déjà plusieurs pistes pour caractériser cette faute inexcusable. A-t-il été formé ? Le salarié a-t-il été formé ? Il existe de nombreuses formations au travail en hauteur. Ouais. A-t-il été informé ? Sur les chantiers, il doit y avoir un mode opératoire qui doit être connu de l'ensemble des salariés. Et un autre point, est-ce que l'employeur a pris le soin de contrôler l'activité sur le chantier, la conformité des échafaudages ? Il a une obligation de visiter le chantier par le biais de ses agents. Il faut insister sur un point en particulier, cette faute inexcusable, elle est difficile à démontrer, d'où l'importance de la constitution d'un dossier solide, notamment sur les circonstances de l'accident. Plus solide que l'échafaudage en question, parce que plus solide que l'échafaudage en question. Ouais. Et à cette difficulté probatoire s'ajoute une difficulté quant à la procédure, puisque c'est une procédure assez confidentielle et assez technique qui nécessite encore une assistance par un avocat habitué à ce genre de contentieux. Donc, pour répondre à cet téléspectateur, il peut agir. Il y a ces conditions que vous avez rappelées donc, pour l'employeur qui peut faire qu'on peut le mettre en cause et donc rentrer dans le cadre d'un accident du travail. Et c'est vrai que voilà, lorsque vous êtes employeur, ça c'est un peu le droit du travail. Hein, c'est souvent ce que l'on dit avec Ernest Fez ou Dalia Felkem qui sont avocats en droit du travail ici. Donc prendre toutes les précautions lorsqu'on est employeur pour éviter qu'il y ait un accident. D'abord parce qu'on tient à la santé de ses salariés, mais également pour ne pas avoir sa responsabilité engagée en cas de problème. Merci beaucoup Quentin pour cette réponse. À vos côtés, Marie-Dominique Flouza-Auba. Voilà, là c'est l'échafaudage de l'amour qui s'écroule parfois, j'ai envie de dire. Et quand ça s'écroule, il y a de l'argent qui tombe avec parfois. Voici une question d'un téléspectateur, qui est d'ailleurs une téléspectatrice qui nous regarde et qui regarde souvent Jean-François Changeur. On a beaucoup de femmes qui vous regardent, Jean-François, je ne sais pas. Depuis que vous êtes là, on a monté la cotation d'audience féminine. Alors, mon conjoint gagne plus que moi. Devra-t-il me verser de l'argent après le divorce ? Ma chère,
prestation compensatoire, évidemment. Hein. Eh bien oui, il devra verser de l'argent après le divorce. Le problème, c'est de savoir C'est qui veut combien. pas. Le problème, c'est qui veut pas. Ça, c'est Voilà, ça, c'est le sûr, problème. mais bon, après, on a souvent les moyens de l'obliger. Voilà. Mais déjà, combien? Et ça, c'est la grande question qui revient tout le temps lorsqu'on est consulté à ce sujet. J'ai droit à combien? Ou lorsqu'on est le débiteur de la prestation compensatoire, je vais payer combien? Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de critères mathématiques. C'est un ensemble de critères qui sont dans le code et qui sont l'âge, la durée du mariage, le temps que l'on a consacré aux enfants, ses revenus, la pension de retraite aussi. Alors comme si maintenant, lorsqu'on divorce et qu'on a 30 ans, on saura combien on aura à la retraite dans 30 ou 40 ans après. Donc beaucoup de critères, on n'a pas véritablement en main toutes ces données et puis il faut chiffrer cette prestation compensatoire. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et que les décisions qui sont rendues ne sont pas souvent d'une grande aide parce qu'on n'a pas tous les critères qui sont énumérés dans les décisions. Donc on a un montant, on a parfois l'âge des époux, mais on ne va pas avoir tous les autres critères. Donc c'est assez difficile de se référer à des décisions pour dire « Ah oui, madame, je suis sûre que vous pourrez avoir ça, donc n'acceptez pas en dessous de tel montant. Ouais. » Donc il faut réfléchir, discuter, voir ce qui paraît légitime. Et puis se décider. C'est toujours au cas par cas, c'est la pression du juge, donc c'est vrai que... Voilà, c'est vraiment du cas par cas. D'un cabinet à l'autre, c'est pas la même somme. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Hein, mais tout à fait, les juges, heureusement, sont des êtres humains. Donc forcément, il y a des questions subjectives, même qui sont peut-être même pas, qui rentrent même pas dans les critères du code civil, hein, l'apparence, bon. S'il a passé une bonne journée, bon. Oui, peu sont vécus. Ça, c'est le droit de la famille. Hein, oui, c'est humain. Donc on est dans l'humain et donc voilà, on n'a pas une réponse. Je peux pas dire voilà, vous aurez 36 243,22 comme prestation. C'est parfois les clients demandent quand même, hein, oui, de manière aussi précise que ça. Mais je le dis parce que sinon ce ne serait pas honnête. Ouais. Si en tout cas, il faut bien sûr le principe, une disparité des revenus qui existe, ça c'est clair, ça ouvre droit à une prestation après. Et la faute, alors ça, on peut trouver ça pas moral, mais la faute ne rentre plus maintenant dans l'octroi ou non de la prestation compensatoire. On peut être très fautif et si on a moins de revenus que son conjoint, avoir une prestation compensatoire. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Parfois, comme dans des cas très extrêmes, quand on a vraiment causé beaucoup de tort, on peut avoir sa prestation réduite quand même un petit peu. Hein. Oui, mais ça peut mais pas sur être le principe, c'est séparé. Ça peut pas être motivé comme ça. Non, c'est vrai. Le principe n'a rien à voir. Voilà. Vous avez raison. Merci beaucoup en tout cas. Donc oui, madame, vous aurez droit à des sous. Bah, ça, c'est la bonne nouvelle. Restez donc avec nous pour dépenser votre argent peut-être au volant de votre voiture, avec une grosse voiture que vous pourrez vous acheter avec la grosse prestation compensatoire que vous aurez peut-être. Mais si c'est le cas, faites attention à votre téléphone parce que Jean-François Changeur va répondre à cette question qu'on se pose finalement tous. Je sais que Marie-Dominique se la pose tout le temps, cette question. Écoutez bien, qu'est-ce que je risque vraiment si je me fais arrêter avec mon téléphone à la main pendant que je roule ? Alors, bon, ça, voilà, on sait que c'est pas bien. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on encourt en fait liminairement, j'ai envie de dire quand même que le facteur d'accident est développé par l'utilisation du téléphone au volant. C'est quand même important de le rappeler. Pour répondre à votre question, il s'agit de l'article R412-6-1 du Code de la route qui prévoit... C'est mon préféré. Alors écoutez bien parce que le droit pénal est strict et d'interprétation stricte. C'est l'utilisation d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation. Donc vous avez bien compris qu'il faut que le téléphone soit tenu en main avec un véhicule en circulation. Ce qui veut dire que le téléphone, par exemple, avec un usage Bluetooth, est tout à fait autorisé, premièrement. Deuxièmement, si vous téléphonez dans un véhicule en qualité de conducteur, mais stationné, le véhicule n'est pas en circulation, donc vous pouvez effectivement contester. Je dis ça parce que c'est extrêmement important dans la mesure où encore beaucoup de policiers et de gendarmes dressent infraction, procès-verbal d'infraction, pour des cas. J'ai reçu l'autre jour un client que j'ai défendu et j'ai obtenu sa relaxe parce qu'il était stationné et on a pu obtenir la preuve par un témoin que celui-ci était stationné, moteur coupé, qu'il n'y avait aucune difficulté. Jean-François, quand vous dites stationné, c'est pas être un feu rouge sans rouler, absolument c'est être garé. Ça, la Cour de cassation, effectivement, a jugé récemment, je crois en 2009 de mémoire, que le fait d'être arrêté à un feu rouge ne dispensait pas effectivement l'obligation pour le conducteur de ne pas
faire usage du téléphone. Alors, ce qui est important, donc, c'est de répéter, de le rappeler. Donc, vous avez un Bluetooth ou un kit piéton, donc vous savez, le petit C'est tout à fil. fait possible. Parce que souvent, on se fait arrêter parce qu'on nous dit oui, mais la tension n'y est pas, etc. C'est Donc, tout à vous fait êtes verbalisé. possible. Mais ça, c'est autorisé. C'est tout à fait autorisé. Et Ouais. contrairement, je vous dis, il y a parfois certains policiers et gendarmes qui pourtant dressent procès-verbal d'infraction. Ouais. Dernière chose, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le PV à la volée. C'est-à-dire qu'il y a dans notre droit C'est pas- français... on veut bien voler. Non. On veut bien une claque quand on vous arrête. Hein. C'est Il pas y a, celui-là. de mémoire, il y a, et j'en suis certain, il y a 7 types d'infractions qui sont susceptibles d'être débouchées sur une infraction retenue par un policier ou un gendarme sans interception. Eh bien, l'usage du téléphone au volant n'est pas possible dans ce cas-là. C'est important parce que parfois vous recevez une semaine après un procès-verbal d'infraction pour soi-disant l'utilisation d'un téléphone portable. Eh bien, si vous n'êtes pas au courant de la loi, vous payez et vous perdez 3 points. Ah oui. Si vous êtes au courant de la loi ou si vous allez voir un avocat praticien en droit routier, eh bien celui-ci peut vous permettre d'éviter ce type d'infraction. Donc, il faut se faire arrêter sur le fait, hein, avec son Exactement. téléphone à la main Tenu en main, ou à l'oreille, avec un véhicule en circulation. en circulation. Donc, 3 points, je le répète, hein, c'est vraiment Ah oui, quelque c'est chose 3 de... points, hein, voilà, 3 et points. 135 €, puisqu'il s'agit d'une contravention de 4e classe. et si on appelle son avocat, alors c'est 8 points. Hein. Si on est en train de parler à son avocat qui vous donnait ce conseil-là, garez-vous. Voilà, Là, ça ne va exactement. pas du tout. Merci beaucoup, Exactement. Jean-François. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question qu'est-ce qu'on encourt au niveau du montant du PV 135 € avec une 135 amende minorée de 90 € si vous réglez sur dans un- le délai minoré. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, Voilà. ça peut faire cher quand même la conversation téléphonique. Hein. Exactement. C'est très, très cher. Et je rajouterai, pardonnez-moi, En que prie. c'est l'activation du téléphone. C'est-à-dire que si vous envoyez des SMS, eh bien, le fait d'envoyer des SMS, c'est l'utilisation du téléphone. Donc attention aux SMS, parce que je vois souvent des conducteurs qui utilisent ce type de transmission, et c'est extrêmement dangereux pour la circulation, on le voit bien d'ailleurs. Dès qu'on utilise le téléphone, même si on Exactement. ne parle pas, le fait de l'utiliser. Exactement. Bon, c'est vrai que c'est un peu logique, on est déconcentré encore plus avec un SMS. Hein. à Maintenant, fait. il y a des téléphones de ma génération où vous pouvez dicter les SMS. C'est ce que je fais, faut pas le dire. Mais c'est au moins, bon, voilà, on ne touche rien et on peut continuer à regarder la route. Exactement. Remarquez, en Bluetooth, on dicte un SMS, ça marche a priori. C'est vrai, parce qu'on n'a pas le téléphone à la main et finalement, Mais c'est pas pas là, gêné. dans la mesure où vous n'avez pas le téléphone tenu en main, C'est vous ça. pouvez tout à fait, mais je le déconseille parce que moi-même, j'ai parfois eu l'occasion, même avec un Bluetooth, de ne pas avoir l'attention suffisante pour conduire Vous sérieusement. roulez à Et- 300 à l'heure aussi, Jean-François, c'est normal. Hein, moi, faut le J'ai un rappeler. véhicule puissant, effectivement. C'est ça, voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup en Jean-François prie, je vous en Changeur, notre prie. avocat en droit routier, Marie-Dominique Flouza, Auba, avocate en droit de la famille, et puis bien sûr Quentin Mameri, notre avocat en dommages corporels et en échafaudage maintenant, spécialisé dans les échafaudages immeubles. Merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Avocat. En attendant, posez vos questions sur www.avocat.net à nos avocats, et puis également vous pouvez revoir quand vous le voulez cette émission sur le site. À très bientôt. Merci à tous.